Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue sur TNTV. Très heureuse de vous retrouver en ce lundi 15 septembre. Au sommaire ce soir, cette avancée pour la communauté LGBTQI+, du Fénois. Un local est désormais à leur disposition. Il a été inauguré ce matin et sera un lieu d'entraide et d'écoute, mais pas seulement. Une nouvelle étape pour Karel Luciani, le président de l'association Cousins-Cousines de Tahiti. Il est notre invité ce soir. Avis aux habitants de Pirée, un grand nettoyage des encombrants est en cours. L'opération Je débarrasse mon quartier repart pour une 10e édition. Objectif, diminuer la prolifération de nuisibles à l'approche de la saison chaude. Connaissez-vous la noix de Bethel? On s'intéresse ce soir à ce fruit à qui l'on prête de nombreuses vertus. Et pourtant, la noix, aux propriétés stimulantes et euphorisantes, est considérée comme addictive et cancérigène. Nous irons à Honiara, aux îles Salomon, où la population en consomme chaque jour. Et puis, tension maximale lors du Tour Tahiti Nui. Si les cyclistes internationaux se sont démarqués, ils ont été mis à rude épreuve aujourd'hui. Restez avec nous pour vivre les temps forts de cette deuxième étape. Mais d'abord, cette audience en comparution immédiate cet après-midi. 4 membres d'une même famille ont été jugés pour importation de plus de 2 kilos d'ice, de la drogue en provenance des États-Unis qui n'était même pas dissimulée, seulement mise dans un sachet puis envoyée par colis postal. Sam Teinaouri. Selon la procureure de la République, le tribunal de Papeete juge au moins 2 fois par semaine des dossiers de trafic d'ice. Preuve que ce fléau continue de gangréner la Polynésie. L'appât du gain reste la principale motivation des trafiquants. Oui, le trafic d'ice, c'est certainement banalisé. Maintenant, c'est comme le trafic de paca. C'est tellement rémunérateur que beaucoup de personnes risquent de grosses peines pour se faire un petit peu d'argent. Il y a la paupérisation de la société, il y a le manque de travail, l'absence de job, de formation. Et lorsque l'on voit le tarif au gramme de l'ice, forcément on est attiré par cette activité illégale. La drogue a été expédiée depuis les États-Unis par un Polynésien incarcéré pour trafic de stupéfiants. Le colis postal a été intercepté par les douanes américaines qui ont alerté les douanes de Polynésie qui n'ont eu qu'à attendre la personne censée récupérer le colis. Cet individu a ensuite donné les identités de toutes les autres personnes impliquées dans cette importation. Sur les 4 prévenus, 3 seulement sont présents à l'audience. Le 4e est hospitalisé après avoir fait un malaise durant sa garde à vue. Ces personnes ne sont pas connues des services de police. Elles disent avoir tenté le coup pour se faire un peu d'argent. Elles risquent 5 ans de prison et une amende douanière de 220 millions de francs. Voilà, une amende donc de 221 millions. Et la procureure de la République a donc requis entre 4 et 6 ans de prison contre les membres de cette entreprise familiale. Bien vivre son homosexualité ou encore sa transidentité. Ce sera désormais possible dans ce nouveau lieu d'accueil de l'association Cousins-Cousines dédié à la communauté LGBTQI+. Il a été inauguré ce matin, baptisé Te Whare Te Aroha, le foyer de l'empathie. Il est situé au cœur de Papeete. Ce nouveau local offre un lieu sécurisé d'écoute et d'échange pour répondre aux besoins et aux questions de la communauté, mais pas seulement. Il accueille également SOS Suicide et Agir contre le sida. On le découvre dans ce reportage de Laure Philibert, Tauhiti Tauniwamusan et Olivier Huc. C'est un leitmotiv pour l'association Cousins-Cousines, pouvoir répondre aux urgences de proximité et d'entraide d'une communauté, parfois vulnérable. Ce local ouvert depuis ce matin propose en priorité de l'écoute et de la sensibilisation, mais envisage aussi des actions à plus grande échelle, comme la création d'une bande dessinée et des ateliers formateurs ou créatifs. Donc du coup, avoir une écoute, une oreille attentive est important, surtout à la période de l'adolescence où on est en recherche d'identité, en plein questionnement.
Donc, c'est la période la plus charnière pour l'identité, pour également la santé mentale, parce que certains subissent des pressions dans leur entourage à l'école ou dans leur entourage familial. Donc, il est important que si dans leur cellule familiale, ils n'ont pas d'écoute, ils n'ont pas de personnes à qui s'adresser, d'avoir des personnes tiers, des adultes à qui parler et prendre des renseignements. Ben, nous sommes ici pour les écouter, les accompagner administrativement, les accompagner personnellement et émotionnellement aussi. Aux côtés de Cousins-Cousines, 2 autres associations assurent des permanences dans le local. SOS Suicide inquiète du taux de tentatives important chez les jeunes et Agir contre le sida. Il y a un travail à faire de sensibilisation de la communauté éducative, mais aussi de mise en place d'actions de terrain, d'infrastructures de terrain pour cette population-là. Ce troisième genre, il faut l'appeler troisième genre. Chez nous, un garçon qui se sent fille doit aller soit chez les filles aux toilettes, soit chez les garçons aux toilettes. Il n'a pas sa place. Donc, s'il va chez les garçons, on va lui dire, mais toi, tu n'as rien à faire là. Et puis, s'il va chez les filles, ce n'était pas tout à fait fille, mais il va peut-être être un peu plus accepté. Mais la question qu'ils viennent me poser, c'est, madame, je vais où? Ce local, accessible grâce aux aides de l'État, est le point de départ d'une démarche plus globale. Cousins-Cousines rêve de pouvoir ouvrir un refuge accessible à l'ensemble de la communauté LGBTQI+, pour lui permettre de disposer d'un espace d'accueil et de vie. Parmi les prochaines actions de l'association, l'organisation de la 3e édition du Festival des cultures et des identités, la Tahiti Pride Week, du 10 au 17 octobre, sur le thème de la protection. Karel Luciani, Yorana. Yorana. Bonsoir, merci d'être présent ce soir. Vous êtes le président de l'association Cousins-Cousines de Tahiti. On le voit, c'est une avancée pour la communauté LGBTQI+, en Polynésie. Concrètement, comment est-ce qu'il va fonctionner ce local? Alors, on a la chance d'avoir des partenaires comme l'association SOS Suicide et Agir contre le sida. Et on va organiser des permanences où on va, par exemple, je vais donner SOS Suicide assurera la permanence lundi matin et jeudi matin de 8h à midi. Donc vous allez vous relayer comme ça toute Exactement. la semaine pour accueillir cette communauté, ce public. Il va y avoir aussi des dépistages du VIH sur place dans ce local. On sait que 25 nouveaux cas sont déclarés par an depuis 2024. C'est utile, ce dépistage. Voilà, c'est utile et c'est aussi, nous, on souhaitait cette réponse communautaire. Il y a ces chiffres et donc on va actionner rapidement et on va proposer jeudi soir de 20h à 23h des dépistages qui seront assurés par des infirmières de la direction de la santé. Comment est-ce qu'on explique cette hausse? C'est les comportements à risque. Il y a le phénomène de l'AIDS et donc toute la population est touchée, hétérosexuelle ou homosexuelle. Et donc quand on est sous l'effet d'une drogue, on ne fait plus attention, on prend moins de précautions. De vigilance. Voilà. Donc ce serait dû à ça uniquement Oui, puisque c'est pas uniquement les nouveaux cas. Touche. Nous, on a aidé une mère de famille qui est séropositive, donc ça touche toute la population. Alors dans le monde, 600 000 personnes meurent du VIH. Où en est-on dans la recherche d'un traitement? La médecine progresse, heureusement, et on espère que bientôt il y aura un traitement pour cette infection. Mais pour l'instant, il y a des progrès, il y a de nouvelles molécules aussi qui ont été créées, mais il y a aussi des moyens pour lutter contre les infections. Et donc, le gouvernement est en train de travailler sur la prise en charge de la PrEP et le traitement l'accessibilité en Polynésie. Voilà. À vos côtés également, donc vous l'avez dit, l'association SOS Suicide. Un appel sur 5 à l'association concerne une personne transgenre. Quels sont les motifs en général de ces appels? Et est-ce qu'on connaît le nombre de suicides chez les personnes transgenres? Alors, il y a énormément... SOS Suicide travaille sur la création d'un observatoire du suicide, mais l'observatoire en métropole a déjà des rapports sur le lien entre l'homosexualité et les idées suicidaires. Et on sait que pour les jeunes adolescents non hétérosexuels, c'est 3 à 7 fois plus d'idées suicidaires. Mais ce n'est pas être homosexuel qui pousse au suicide, c'est être rejeté. C'est la souffrance due au rejet.
Et justement, ce rejet, vous voulez faire un refuge, c'est votre projet, la création d'un refuge pour accueillir ces jeunes mineurs, notamment qui sont dans la détresse. Et quelle sera la différence concrètement avec ce local actuel et où en êtes-vous dans ce projet ? Donc le local actuel, on a la chance, c'est un peu aussi, ça fait partie des mesures que le gouvernement a inscrites dans sa politique sectorielle. Donc la création d'une maison des fiertés, c'est le Faré Te Arofa. Mais le refuge est toujours nécessaire parce que tous les ans, on a des jeunes adolescents qui n'ont pas terminé leur scolarité et qui sont à la rue parce que le papa n'accepte pas que sa fille ait une petite copine. Et elle est à la rue et il n'y a pas encore de structure spécialisée et donc c'est toujours compliqué de trouver un toit pour ces personnes à la rue. On espère que ce refuge verra bientôt Exactement. le jour. Finalement, en fait, c'est éduquer les mentalités, c'est éduquer la population. Exactement, et nous on n'essaie pas d'éduquer ce qu'on essaye de faire, c'est éduquer la population à avoir plus d'empathie, d'être plus inclusive. Et ce que le Moetai Broderson a fait en levant le drapeau, c'est pour dire soyez plus inclusifs, on doit laisser personne de côté et on doit tendre la main à tout le monde. Et vous-même, vous allez justement le faire dès le plus jeune âge, cette éducation, vous allez dans les écoles, parler aux jeunes, qu'est-ce que vous leur dites à ces jeunes et est-ce qu'ils sont réceptifs ? On souhaite surtout que ce soit le corps enseignant qui prennent en charge cette responsabilité d'éduquer les enfants à la sexualité ou tout simplement à la bienveillance ou au respect des différences. Et s'ils ont besoin d'animer un atelier avec l'aide de l'association, on est volontaire et on sera bien sûr présent. Alors, on se rappelle que l'église Sanito a célébré le premier mariage religieux homosexuel en Polynésie. Le Pacs, lui, est pourtant toujours impossible à conclure au Fénois. Qu'est-ce qui bloque concrètement ? Alors, c'est les compétences partagées entre le pays et l'État. Donc mais pour nous, c'est quelque chose d'important. Moi, je suis au CESEC, je siège au CESEC et je vois passer des textes des projets de loi. Et dans ces projets de loi, on mentionne le mot Pacs. Et pour moi, c'est une discrimination de donner les droits liés au Pacs et pour un Polynésien de ne toujours pas avoir cette possibilité de se paxer. De se paxer. Dernière question rapidement, oui. Karel, parce qu'il y a une prochaine échéance pour vous, on l'a entendu dans le reportage, c'est la Tahiti Pride Week qui aura lieu du 10 au 17 octobre. Qu'est-ce que vous prévoyez pour cette manifestation ? Donc, il y aura toujours le défilé, la parade, mais on va aussi essayer d'organiser des débats et on va essayer sur le Pacs notamment avec un élu, on l'espère, et un juriste pour faire avancer le projet du Pacs en Polynésie. Très bien, merci beaucoup Karel Luciani d'avoir été notre invité ce soir. Merci. Opération propreté à Piré. Maintenant, un grand nettoyage est en cours dans les quartiers. Avis aux habitants, les encombrants sont en cours de ramassage. Une vaste opération menée avant l'arrivée de la saison chaude, propice aux proliférations de nuisibles. Naya Bennett sur des images de Jeanne Tinoroua. Nettoyer les quartiers, les rues, les rivières, se débarrasser des vieilleries, lessiveuses et fours en panne et ainsi diminuer la prolifération de nuisibles, c'est tout l'enjeu de cette opération. C'est important parce que sur le plan sanitaire, vous savez très bien que, vous avez vu, il y a des lessiveuses, il y a tout ce qu'il faut pour favoriser le développement des moustiques dans nos quartiers, ou des souris, des rats. Sur le plan sanitaire, ce sont des éléments qui peuvent nous faire mal, beaucoup mal. Et donc voilà, c'est l'objectif que nous voulons atteindre aujourd'hui. 10 ans déjà que cette opération est menée et si la population est avertie, tout le monde ne joue pas forcément le jeu. On ne va pas se cacher, bon, c'est vrai que la majeure partie des personnes, ils ne veulent pas aussi se débarrasser de leur... se séparer. Donc, il y a certains, quand ils mettent leurs affaires dehors et quand ils découvrent, ils font « Ah non, j'ai besoin encore, tu vois, ça ramène encore la maison. » Alors que non, il faut jeter. Il faut jeter, c'est un nettoyage aussi, au sein même du foyer. Les déchets ramassés sont déposés dans des bennes d'une capacité de 30 mètres cubes chacune et répartis en 3 catégories. Les déchets de bois, l'électroménager et les déchets divers. Moi, quand je regarde, apparemment, c'est bien les catégories 2 et 3 qui
qui ont plus de volume que les catégories 1. Nous, on met dans les bennes, mais ensuite, ces bennes-là seront transportées jusqu'à Motouta, d'où ils referont encore les tri là-bas. Cette première journée de collecte a débuté par les quartiers jouxtant Touter Eitane et Tenaho. Elle se terminera jeudi avec les quartiers de Hamouta et du Belvédère. Chiquer, mâcher, cracher, un passe-temps favori dans les pays d'Asie, friand de la noix de Bethel, un fruit vert orangé, stimulant et euphorisant. Considéré comme addictif et cancérigène, il cause d'importants dégâts sanitaires et même sociaux. C'est le cas aussi aux îles Salomon à Honiara, où la population issue de milieux pauvres en consomme tous les jours. Les explications de nos envoyés spéciaux Tiarenoui Pahuiri et Mike Léral. À Honiara, cet après-midi est consacré au derby entre les deux équipes de la ville. Mais autour du terrain, les supporters ne consomment pas de pop-corn ni de chewing-gum et fument très peu de cigarettes. Le petit plaisir gustatif mélanésien, c'est le Bethel Nut, la noix de Bethel. Il faut mordre dedans pour arracher la peau. Et manger ensuite le fruit à l'intérieur. Ensuite, tu mâches la noix de Bethel. Et puis tu prends une feuille que tu trempes dans ta poudre de corail. Ce qui donne une couleur rougeâtre. Et c'est aussi bon pour la bouche. Ça renforce les dents. Des dents plus fortes, pas vraiment une certitude quand on observe la bouche des consommateurs réguliers. Une grande partie des maigres revenus salomonais est consacrée à la noix de Bethel. Le fruit se vend partout au bord des routes, ou comme ici, à l'entrée des stades. Une vente à la sauvette, illégale et passible d'amende, mais tolérée la plupart du temps. Pour un achat légal, il faut aller dans un des 3 marchés de Honiara consacrés au Bethel Nut. Ici, c'est un espace privé et les propriétaires le louent aux vendeurs de noix de Bethel. Ils louent aussi les tables. Donc, tous ceux qui viennent vendre des noix de Bethel ici doivent louer ces tables. Les clients de tous les âges se pressent ici pour tâter les noix, vendues moins de 30 francs pacifiques la pièce. Elles ne doivent être ni trop molles, ni trop dures. Certains font des stocks pour quelques jours, mais beaucoup consomment sur place. La raison principale pour laquelle les gens mâchent la noix de Bethel aujourd'hui, c'est pour s'engourdir le cerveau. Parce que la vie est dure. C'est ce que je pense. Malgré ses effets, la noix de Bethel n'est pas considérée comme une drogue aux îles Salomon. Mais c'est une source de revenus importante dans ces îles où les petits salaires approchent les 20 000 francs par mois. Ici, aux îles Salomon, ça rapporte de vendre des noix de Bethel. Il y a des gens qui achètent leur voiture simplement en vendant ces noix. Grâce à ça, ils peuvent aussi construire leur maison. Le fruit est mâché, puis le jus est craché. Le sol est constellé de taches oranges et les poubelles du marché regorgent de salive. Mais l'hygiène n'est pas le plus grave. La consommation intensive provoque des cancers de la bouche et de la gorge, mais aussi d'autres pathologies. Une tradition pourtant bien arrimée aux dents des Mélanésiens, dès le plus jeune âge. En sport, à présent, c'est l'une des plus grandes manifestations du pays. Le Tour Tahiti Nui permet aux cyclistes locaux de se mesurer aux internationaux durant plusieurs jours dans des paysages spectaculaires. Les forces de la route ont réalisé la 2e étape aujourd'hui, une étape à rebondissement et une arrivée intense à Aroué. Retour sur les temps forts, c'est avec Hotwari Colombani. Il est 7h30 ce lundi 15 septembre. Le départ de la 2e étape du Tour Tahiti Nui 2025 est lancé devant la mairie de Papeete pour effectuer un tour complet de l'île de Tahiti avec Aroué en ligne de mire. Un peu plus de 100 km sont à parcourir. Après ce départ fictif, la course commence pour de bon au niveau de la mairie de Punaoya. Dès les premiers kilomètres, plusieurs tentatives d'échapper ont animé la course. Et c'est le Français Axel Taillandier de la Spearhead qui prend les devants sur le peloton à Paea. Au niveau des grottes de Mara, le premier point vert a permis de départager les sprinteurs, chacun lançant son effort pour décrocher de précieux points au classement par points. Retournement de situation à Papara, le jeune Calédonien Kirill Moutri passe en tête de course. Du haut de ses 18 ans, il mène le peloton avec une trentaine de secondes d'avance jusqu'à Faoné,
où il se fait rattraper. À Hitia, les Tahitiens Toariva Parker et William Chung de la Spear Air prennent l'avantage. Ils creusent un écart de 40 secondes avec leurs poursuivants jusqu'à Mahina, où ils céderont la tête de course au niveau du Tara. À Aroué, le podium se dessine petit à petit dans la montée d'Erima. À l'approche de l'arrivée, le Français Axel Taillandier mène, mais un duel a lieu. Le maillot jaune n'a pas dit son dernier mot. À 300 mètres de la ligne d'arrivée, l'Américain Felton Quinn prend la première place pour s'imposer sur cette deuxième étape en 2h43 minutes. L'animateur de la course aujourd'hui, c'était un Calédonien qui a fait pas mal du circuit tout seul en échappée devant. Et là, c'est encore le maillot jaune d'hier qui remporte l'étape d'aujourd'hui. C'était une course très étrange, mais l'équipe a vraiment bien roulé. On savait que ça allait être dur de finir. Alors on s'est arrangé pour garder le contrôle toute la journée. Et on s'est assuré d'être devant sur la dernière ligne droite pour que je puisse transformer l'essai. Les coureurs ont offert un beau spectacle aujourd'hui pour cette deuxième étape. Demain, place à la troisième étape, un aller-retour entre Punaoia et Te Ahupo qui promet déjà de nouvelles batailles sur la route. Et c'était tout pour les nouvelles du jour. Merci d'avoir suivi ce journal. Juste après, To'ufenua To'ura vous emmène au centre Tevayete. À 19h30, retrouvez l'émission Coke Studio Live, suivie de nos différences avec le portrait ce soir de Lisiane, championne pongiste à Palau. Enfin, à 19h55, ne manquez pas 2 épisodes de la série HPI. Je vous donne rendez-vous demain, 18h30, et je vous souhaite une très belle soirée. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.